Nous sommes donc de retour sur ce plateau et nous avons le plaisir d'accueillir Suzanne Kalaloben, notre éditorialiste. Avec elle, nous nous penchons sur la démocratie camerounaise. Nous nous intéressons à la difficile alternance à la tête du pays tout de même. Comment comprendre cette chose? On part quand même sur 4 décennies avec Paul Biya au pouvoir. D'abord, pour qu'on analyse un peu la prospective, en quelque sorte, qui après Paul Biya? Oui. Qui va gouverner le Cameroun après Paul Biya? Et est-ce que le Cameroun en a les moyens? Peut-être qu'il faut resituer cette problématique dans le contexte dans lequel on se situe aujourd'hui. N'oubliez pas, Adrienne, que appelons ça les fondamentaux du politique ont complètement été dérangés. Cette guerre Ukraine-Europe met en difficulté, si vous voulez, les paradigmes politiques habituels. Vers où va le monde? Les alliances se déconstruisent ou se construisent autour d'un ennemi commun, tandis que la vieille Europe est essoufflée. Le continent africain, lui, est secoué par tous ces coups d'État que vous connaissez et par toutes ces incertitudes de dirigeants au pouvoir depuis de longues décennies et une opposition qui a du mal à donner de l'élan à l'alternative. Donc c'est dans ces circonstances qu'il faut comprendre la succession à Paul Biya. Et cette succession, si vous voulez, met en jeu plusieurs acteurs, le système politique, le jeu politique, le jeu des alliances et naturellement la capacité des acteurs qui veulent l'alternance à produire cette alternance. La question que beaucoup de gens se posent, c'est que est-ce que Biya a un plan? Est-ce que Biya prépare ses arrières? Est-ce qu'il a, comment dirais-je, est-ce qu'il a un projet pour le Cameroun? Est-ce qu'il a un dauphin, etc. Tout porte à croire qu'il prépare, mais peut-être que là où on l'attend, c'est pas là où il se trouve. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, vous avez plusieurs niveaux d'acteurs. Vous avez des acteurs du premier rang. La plupart d'entre eux ont été emprisonnés, Titus Edzoa, Marafa, Mebengo, et ainsi de suite. Et ces premiers acteurs, si vous voulez, étaient très très proches de la technostructure. Et des figures qui pouvaient... Et on pouvait penser que c'était des possibles dauphins, les uns comme les autres. Là, on a vu que Biya n'a pas de dauphin, c'est qu'il n'a pas hésité au motif d'un détournement de fonds et de quelque chose de scandaleux, de les mettre en prison. Donc, de s'exposer lui-même à une forme de fragilité ou alors d'exposer les acteurs qui auraient pour ambition de le remplacer à une forme de, je dirais, de fébrilité ou de timidité. Maintenant, il y a les acteurs que je pourrais appeler directs. Aujourd'hui, on parle de Ferdinand Ngongo, de Laurent Esso, de Samuel Mvondo, Ayolo, de John Gouté, et puis les autres, et même Franck Biya et Chantal Biya. Est-ce que ces acteurs ont la capacité de succéder à Paul Biya? S'ils en ont la capacité, quelle est leur place, leur jeu et leur rôle dans le système et la technostructure politique actuelle? On se rend compte que certains de ces acteurs se sont fragilisés en constituant des clans plus ou moins tribaux, plus ou moins sectaires et plus ou moins hors de la technostructure elle-même. Du coup, ils sont, à mon avis, c'est un avis personnel, susceptibles de perdre la lutte pour la succession. Parce que le système de Biya est un système complexe, c'est un système complet, même s'il a été, je dirais, morcelé, brisé par toute la polarisation qui existe aujourd'hui. Donc il y a cette deuxième tranche d'acteurs. Et puis il y a tous les acteurs, si vous voulez, qui viennent d'arriver sur la scène politique, qui constituent l'opposition. Kamto, Cabral Libi, oui. Et on parle même de Samuel Eto'o. Alors, est-ce que ces acteurs sont véritablement des acteurs de l'alternance? Parce que succession suppose l'alternance. On peut considérer Kamto, Cabral Libi comme des acteurs de... Enfin, des acteurs, c'est bon, des acteurs de l'alternance parce qu'ils se posent en antithèse par rapport au régime de Paul Biya. Maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens justement, de gérer la succession? C'est là où tout le problème
où tous les problèmes commencent. Les problèmes commencent pourquoi? Parce qu'en fait, dans son jeu politique, Paul Biya a réussi à cantonner ses adversaires dans une gangue ethno-tribale qui ne leur permet pas de rayonner sur l'ensemble du pays. Territoire, oui. Il les a cantonnés dans un jeu politique où les manifestations ne sont que des manifestations de rue, qui les fait apparaître comme essentiellement des activistes et des agitateurs. Il les a cantonnés, si vous voulez, dans le rôle de diseurs de bonne aventure, ce qui ne leur donne pas forcément la popularité qu'il faut pour assurer la succession. Quelle serait donc l'alternative pour cette opposition qui est calfeutrée dans un rôle finalement qui... L'alternative pour l'opposition, c'est de casser les codes, c'est-à-dire de sortir de la logique tribale, de la logique ethnique, de la logique tribunicienne, de la logique nous sommes des contestataires arriver à et d'être fédérer porteurs, les Camerounais indépendamment. de nous fédérer oui. sur un vrai projet. Jusqu'ici, L'alternative, il n'y en a pas de ils n'ont véritable... pas, à mon sens, ils n'ont pas de projet porteur pour le Cameroun, le New Cameroun. C'est quoi leur projet? Ils ont des contestations de la manière dont le Cameroun aujourd'hui se déroule, mais quel est le nouveau projet du Cameroun? Quelles sont les nouvelles valeurs autour desquelles ils peuvent agréger et fédérer les Camerounais? Comment les jeunes peuvent-ils entrer dans la danse et qu'est-ce qu'ils leur proposent? Le tout, c'est pas de dire vous aurez l'eau, vous aurez l'électricité, vous aurez du pain, du beurre et à manger. Le tout, c'est de leur dire de quel Cameroun nous vous proposons. En ce sens, l'élection de Eto'o a été porteuse d'une petite légende et d'un mythe. Pourquoi? Parce que Eto'o représente cette catégorie de Camerounais à qui tout a réussi, malgré tout, dans un domaine certes spécifique, mais qui présente des images de l'excellence et de la compétence au point où on a pensé qu'il pouvait rivaliser avec éventuellement un autre candidat politique. Pourquoi? Parce que les jeunes, pas que les jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde a besoin de rêver d'un nouveau Cameroun. Le profil d'Eto'o ferait penser qu'il y a un nouveau Cameroun possible derrière lui. Mais même lui ne peut pas être l'alternative. Alors reste Chantal Biya. Oui. C'est ma candidate. Parce que c'est une femme et parce que personne ne l'attend. Elle ne s'est jamais prononcée. Elle ne s'est jamais prononcée. Jamais prononcée, Oui. Personne ne l'attend. Mais avec un pouvoir certain. Elle a forcément un pouvoir, Oui. le pouvoir des réseaux. C'est-à-dire qu'elle est dans les réseaux, elle est suffisamment intelligente pour savoir qu'elle ne doit pas entrer en porte-à-faux contre son mari, ni contre le clan qui combat son mari, dont elle connaît parfaitement les artifices. Mais là encore, si vous voulez, Chantal Biya manque peut-être d'expérience. Alors, Paul Biya se succédera-t-il à lui-même? Loin s'en faut. Je ne pense pas. Qu'est-ce qui nous reste donc comme hypothèse de, je ne dirais pas de dauphin, d'acteur? Il reste ce que j'ai cité, c'est-à-dire Ferdinand Ngongo, Laurent Esso, Samuel Mvondo Ayole et John Gouté. Ces quatre-là, sont-ils capables de s'entendre pour désigner une personne? C'est là où on va voir quelle est leur responsabilité vis-à-vis du Cameroun. N'oublions pas que derrière eux piaffent tous les jeunes loups du RDPC. Peut-on s'attendre à des manœuvres strangulatoires? Oh. Qu'est-ce que vous entendez par manœuvre strangulatoire? Dans ce contexte-là, chacun y va un peu de sa stratégie pour pouvoir accéder. Bon, disons que j'ai la naïveté de croire que tous ces acteurs comprennent que le Cameroun est au bout du rouleau, que nous sommes à la croisée des chemins et qu'il importe beaucoup de transcender ses propres ambitions. J'ai la naïveté de le croire. J'ai la naïveté de croire qu'au vu de tout ce que l'on observe aujourd'hui, ces personnes qui ont en main quand même l'appareil d'État vont choisir, je dirais, leur dauphin. À défaut d'eux, il risque d'y avoir des multinationales comme on l'a fait en France. En France, les partis politiques traditionnels n'ont pas pu trouver une alternative. Et alors, Macron est devenu l'homme des multinationales américaines.
et pas seulement elle. Est-ce que c'est le scénario qui nous attend va se produire au pour le Cameroun? Mais à vous écouter, Suzanne, on a l'impression que l'alternance politique, finalement, au Cameroun est une réalité qui tend à rester virtuelle. C'est parce que le jeu est tellement serré qu'il serait, je dirais, irresponsable de proposer des scénarios. Parce que dans mes propositions de scénarios, il y a le fond de l'idéologie. Oui. Ce que je souhaite pour le Cameroun, ce n'est pas ce qui passe. Mais ce que je vois du Cameroun, c'est toutes les pesanteurs et les contraintes dont je vous ai parlé. Et la seule manière dont il me semble qu'on peut en sortir, c'est que les acteurs qui aujourd'hui détiennent l'appareil puissent s'entendre entre eux. Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas envisager une situation comme au Burkina, comme au Mali, comme dans tous ces pays, ou comme en Afrique du Sud? Parce que, si vous voulez, le RDPC n'a pas l'antériorité de l'ANC. Et on peut considérer que l'ANC avait une maturité qui lui permettait de gérer la transition après Zuma. Et que l'ANC avait des cadres politiques, la preuve, Cyril Ramaphosa. Est-ce que le RDPC a ce monde-là? Certes, il a des technocrates, ceux que je vous ai cités. Dans le RDPC, on est davantage dans la personnalisation d'un parti politique. Pas seulement, on est dans la technocratie politique, c'est-à-dire on met en place une technologie où on se sert de l'appareil pour pouvoir jouer des cartes. Quels sont les risques finalement pour le Cameroun? Les risques d'une implosion. D'une implosion mal maîtrisée et d'une implosion qui peut faire basculer l'ensemble de la sous-région. C'est pour ça qu'on va nous contrôler. Et c'est pour ça que, si vous voulez, les puissances extérieures nous observent et qu'elles poussent leurs pions, comme on dit en Douala, doucement. Est-ce que les multiples crises sociales qu'on vit aujourd'hui au Cameroun, la vie chère, les mouvements de contestation, notamment des enseignants, le mouvement OTS qui tend à s'étendre dans presque tous les corps de métier dans le pays, est-ce que ça transcrit justement ce malaise Il y a un malaise, il y a des mouvements sociaux, si vous voulez, mais il y a une dispersion des centres d'intérêt. C'est vrai qu'il y a une convergence de beaucoup d'acteurs qui disent que Biya must go, que tout le monde en a marre de ce système. Mais il n'y a pas de transversalité des acteurs pour créer un mouvement solide pour combattre Paul Biya. La preuve, les acteurs de l'opposition n'arrêtent pas de créer des fronts un jour à droite, un jour à gauche, et n'arrivent pas de se tirailler sans avoir, je dirais, une ligne commune pour combattre. Donc bon, vous allez me dire... peut-être penser à une coalition, mais en l'état actuel, est-ce qu'une coalition permettrait justement à cette opposition de pouvoir... Non, attention, ils essayent de créer, ils viennent de créer l'Union pour le changement. Ils essayent de créer des coalitions. Mais à mon avis, leurs trajectoires sont tellement disparates et ils sont tellement enfermés dans la logique dans laquelle Paul Biya les a poussés, c'est-à-dire ethnico-tribal, qu'ils auront du mal à trouver des transversalités. Parce que normalement, à l'élection de 2018, il n'y aurait pas dû avoir 8 candidats contre Biya. Il aurait fallu 1 ou 2 candidats et Biya était battu. Comme en 91, si vous voulez, ou 92. On n'a pas pu avoir ça. Et depuis 2018, chacun fait cavalier seul, avec sa propre logique et sa trajectoire. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que tous ces éléments sont les créatures de Paul Biya. Et que ces éléments ont du mal à se coaliser, c'est-à-dire à trouver des alliances qui leur permettraient de s'en sortir. Peut-être que le seul salut, comme vous l'avez dit, à la lecture de ce que... Au-delà de Chantal Biya, un chevalier externe ou bien un élément externe qui viendra proposer autre chose que ce qu'on a déjà vu. Peut-être aussi piloté par les multinationales. Il y a ce scénario qui est possible, c'est-à-dire qu'on nous sorte du chapeau un quelconque leader providentiel. Qui peut être à l'image d'Eto'o, peut-être. Qui pourrait être à l'image de... Samuel Eto'o, peut-être. Quelque chose de factice comme Samuel Eto'o, comme ça s'est passé pour le Libéria avec George Weah. Mais c'est clair que ça ne pourra pas être issu de la classe politique traditionnelle. Parce que je crois qu'il y a une lassitude, que les gens sont fatigués
de ces images, de ce discours, des mêmes discours, des oui. mêmes gens, des mêmes stratégies aussi. Vous allez me dire, bon, là où aujourd'hui la succession à Paul Biya, compliqué. Pas qu'il n'y a personne pour le remplacer, mais dans l'univers politique du Cameroun, ça va demander beaucoup de, comment dirais-je, de finesse, de stratégie pour sortir du lot le bon cheval. On peut conclure la démocratie camerounaise au bord de l'implosion? Pas au bord de l'implosion, mais en danger. Suzanne Kalalobé, notre éditorialiste. Merci Suzanne. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du Prime sur Dash News. Ça a été un réel plaisir d'être des vôtres. Au revoir.